Bienvenue dans Black Box. Chaque épisode, on décortique, on analyse et on ouvre des boîtes qui ont tout à nous apprendre. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant. Prêt à plonger avec nous ? Bonjour à tous et merci beaucoup parce qu'on accueille aujourd'hui une figure dans le retail. Mais si, c'est Olivier Dauvert qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Présent, bien le bonjour. Très sympa. Tu es pour nous une référence de la critique, de la connaissance même du retail au général. Et donc du coup, on avait envie de partager avec toi ce moment-là parce que on vient de rentrer dans le retail avec un nouveau produit. Tu as vu l'arrivée des LLM, ChatGPT, etc. La vision a toujours 2-3 ans de retard. Et nous, parce que c'est une modalité mathématique supplémentaire scientifiquement, et donc du coup, on arrive aujourd'hui avec un produit qui s'installe derrière les caméras du retail et qui permet justement de poser la question qu'on veut et d'interroger des algorithmes qui peuvent répondre jusqu'à un petit détail ou une statistique générale sur la journée. Ça y est, on a atteint le pouvoir de la vision humaine grâce à des produits d'intelligence artificielle. Donc, on intègre ça dans le retail et aujourd'hui, le retail est un sujet complètement ignoré de notre part parce qu'on est des mathématiciens. Et donc, du coup, on voulait savoir, première question, pourquoi tu t'es intéressé au retail et d'où t'es venue cette passion et par quoi tu as commencé ? Deux raisons. La première, c'est que le retail, c'est le reflet du comportement de la plus grande masse d'entre nous, puisque la consommation, c'est une activité qui nous réunit tous. Alors, on ne consomme pas tous pareil, on n'a pas les mêmes moyens on n'a pas les mêmes goûts, les mêmes attentes, mais au final, l'acte de consommer est quelque chose qui transcende les différences. Et donc, regarder la consommation, c'est regarder la société. Ça, c'est la première raison. Et donc ça, quand on est curieux, naturellement, ça intéresse. Et la deuxième raison, c'est que de formation agricole à la base, regarder le dernier maillon de la filière, si je parle de conso alimentaire, c'était regarder en réalité le débouché ultime qui justifie que tous ceux qui sont en amont travaillent. Oui. Il n'y a pas de production agricole, puisque c'est pour le coup ma compétence académique, on va le dire comme ça. Il n'y a pas de production agricole s'il n'y a pas de consommation. Et donc, en s'intéressant à la conso, on sert quand même la cause de l'agriculture, pas uniquement en élevant des vaches ou en produisant des céréales. Voilà, donc c'était le point de départ de ma carrière, c'était de regarder le débouché de ce pourquoi j'avais été formé, l'agriculture. Ok, et donc du coup, c'est vraiment les produits qui sont dans le commerce et comment À ils la sont base, utilisés. À la base, c'est une approche produit, une approche notamment produit alimentaire. Et puis après, de fait, il y a une forme d'élargissement de la compétence parce que l'on vende des produits alimentaires ou des articles de sport ou des biens d'équipement ou du textile, que sais-je encore, il y a quand même une partie commune assez majeure qui est le métier, l'acte de commercer. Alors après, si c'est des produits frais, il y a des frigos. Si c'est du textile, il y a des cintres. Ok, ça fait une grosse différence visuelle. Oui. Mais dans les faits, les fondements derrière du métier, sur la marchandise, la définition de l'offre, sur la logistique, sur le marketing client, finalement, il y a quand même tellement de points communs que la compétence s'élargit naturellement des produits alimentaires vers la conso en général. Et tu t'es vachement spécialisé d'ailleurs sur même les différences de prix, les différences entre les différentes enseignes. Enfin, je te voyais derrière. C'est pas une spécialisation volontaire, c'est juste une façon de regarder le commerce vue du client. Je ne connais pas un client qui ne s'intéresse pas au prix, ça n'existe pas. Et donc, quand le commerçant oublie de s'intéresser au prix, le client oublie de s'intéresser au commerçant. C'est assez logique. Et donc, moi étant, alors peut-être de manière par moment un peu exagérée, simpliste, mais je m'en fiche, le prisme client est la façon la plus aboutie de regarder le commerce. Donc, si ça contraint, si ça conduit à parler prix plus que les enseignes ne le souhaiteraient, je m'en fous. Voilà, Et du coup, tu fais la même approche avec tout ce qui est technologique, c'est-à-dire que ça arrive dans une analyse d'améliorer le parcours client ou la consommation des produits à la finale. Et du coup, tu te mets dans le prisme du client pour analyser les technologies qui arrivent. Oui, j'ai une théorie qui est assez simple à comprendre sur IA, techno et retail, on va dire, pour faire très simple. C'est que si la tech n'apporte pas un double bénéfice et aux commerçants, puisque c'est le payeur initial de la tech, et aux clients, puisque ça en est l'utilisateur, alors il est assez probable que la tech a moins d'avenir que si elle apporte un bénéfice à l'une des deux parties ou aux deux parties. Donc il faut vraiment que les deux parties trouvent un intérêt dans la tech, sinon ça ne fonctionne pas bien. Ouais. On a vu des tas de trucs depuis 20 ans, il suffit de se balader dans les salons ou aller à la NRF, voilà, on voit des tas de trucs, et puis à chaque fois on se demande, mais ok, c'est waouh, parce que c'est souvent waouh, il faut être honnête, mais pour le client, ça fait quoi? Et finalement, moi, la tech que j'ai trouvée la plus bréquante, très mauvais français,
depuis une vingtaine d'années, c'est pas très ambitieux, mais c'est les caisses automatiques. Oui. Parce que c'est l'illustration que quand une tech, puisqu'à la base, il y a quand même de la tech derrière, quand une tech apporte un bénéfice aux commerçants, ici, c'est la baisse de ses frais et le transfert d'une partie des heures travaillées vers le client. Bénéfice commerçant, c'est simple à comprendre. Donc, quand la tech, elle amène un bénéfice commerçant et tout est dans le et, un bénéfice au client, en l'occurrence, il va avoir le sentiment de passer moins de temps et on lui donne la liberté d'action puisqu'il va scanner lui-même. Dans ces cas-là, quand vous avez un double bénéfice de part et d'autre, ça fonctionne. Et donc, c'est le libre service, en réalité. Et le libre service, c'est un bénéfice pour le client et le commerçant. Donc, une des évolutions technologiques majeures pour toi pourrait être le RFID chez Decathlon. C'est la plus significative de ces derniers temps et on a vu... Alors, tout ce qui tourne autour du process d'encaissement, que le support techno soit de la RFID, des caisses à lecteur optique en self-checkout, quelle que soit la techno, elle apporte un bénéfice au client. Et effectivement, la RFID, c'est probablement dans le sujet du self-checkout celui qui est le plus bluffant parce qu'effectivement, on n'a même pas besoin d'aller chercher un contact visuel entre un produit et son code barre et un lecteur juste en face, ou parce qu'on a tous eu là, on tourne, on sait, on n'y arrive pas, ça marche pas, le code barre est un peu froissé, bon voilà. Donc la RFID, c'est le point le plus ultime, sauf que la RFID n'a pas de sens pour une grande partie des produits, soit pour des raisons physiques, soit pour des raisons économiques et l'amortissement du coût de la puce, mais malgré tout, effectivement, quand je suis sur une caisse automatique chez Decathlon ou dans d'autres enseignes dans le monde, c'est assez bluffant. Et tu as vu, il y a aussi d'autres enseignes comme Uniqlo, etc., qui viennent d'y passer. Oui, bien sûr. C'est pourquoi tout le monde n'y passe pas? Aux caisses automatiques? Oui, à part le RFID ou en tout cas le self-checkout. Alors, pourquoi tout le monde ne peut pas aller au RFID? Parce que le coût d'amortissement de la puce est tel qu'il y a une partie des produits sur lesquels il va falloir augmenter sensiblement les prix pour amortir le prix de la puce. Sur une boîte de petits pois, c'est assez compliqué. Après, il y a des sujets physiques sur les liquides et le métal. Bon, je ne suis pas physicien, mais la cage de Faraday, j'ai appris ça quand même à l'école. Donc ça, c'est une limite physique qui sera quand même difficile à breaker, je pense. Bon, encore une fois, avec la limite que je ne suis pas physicien. Et puis, il y a une deuxième raison à la prudence des enseignes sur le self-checkout, c'est qu'au début, elles l'ont vu comme une forme de contrainte que l'on faisait poser aux clients. Et de fait, il y en a eu des magasins full self-checkout. Je me rappelle d'un Intermarché à Rennes-Longchamp qui était le premier magasin qui a fait ça. Ça doit être en 2002, si ma mémoire est bonne, à quelque chose près. Le mec visionnaire a dit bien évidemment que le self-checkout, c'est l'avenir. Et donc, il y est allé, sauf qu'il est allé de manière radicale. Et en réalité, les transitions, la difficulté, c'est pas de trouver la bonne direction, c'est de trouver la vitesse. Et lui, il avait trouvé la bonne direction, incontestablement, mais pas la vitesse, puisqu'il est allé trop tôt. Trop tôt, trop vite. Exactement comme Casino, qui, d'une manière excessivement massive, il y a une dizaine d'années, mais pas pour des raisons de clients, pour des raisons de commerçants, c'est-à-dire d'abaissement des coûts, a exagérément passé sa ligne de caisse en caisse auto. D'ailleurs, là, pour le coup, il n'y a rien de secret ni de violent contre Casino. La première chose qu'ont fait les repreneurs des hyper et des super casinos, c'est de remettre des caisses tradies. Je ne fais que regarder. Donc après, c'est que alors, soit Casino était totalement dans le faux et les autres dans le vrai, soit l'inverse. J'ai quand même tendance à penser que vu ce qui est arrivé à Casino, c'est Casino qui était dans le faux. Et donc, si on remet des caisses tradies, c'est parce qu'il en faut. Il faut la liberté que l'on donne aux clients. Et puis, charge à lui de voir le bénéfice qu'il y trouve. Je vais prendre un exemple. Dans l'aérien, quand il y a une dizaine d'années, on nous a quasiment forcé à passer de l'enregistrement au comptoir avec une hôtesse ou un hôte pour prendre nos bagages, donner la carte d'embarquement. La première fois qu'on nous a dit non, monsieur, il faut passer au truc tout seul. C'est saoulant. Alors, globalement, voilà. Oui, et puis un jour, vous vous êtes rendu compte que ça vous donnait une liberté incroyable de choisir votre place sur un plan. Et là, vous dites d'accord, ok. Ah ouais, c'est ça le libre service. Et en fait, quand le client comprend le bénéfice qu'il trouve, parce qu'il peut l'avoir sans le comprendre. La première fois qu'on vous oblige à vous self-checker, on va le dire comme ça, à l'aéroport, ça vous fait chier. Mais une fois que vous avez compris que dès que vous pouvez enregistrer en ligne sur le site de la compagnie, vous allez pouvoir jouer avec le plan. Je serai là. On voit le bénéfice. Je vois le bénéfice. Et à ce moment-là, je suis content de m'enregistrer, voire même certains s'enregistrent dès que l'enregistrement ouvre. Je crois que c'est 30 heures avant, c'est Air France, ça va peut-être différent, peu importe. Voilà. Et donc, ça devient... Et donc, à ce moment-là, le bénéfice, il n'y a plus besoin de l'expliquer. Pourquoi ?
Donc, Comme au quoi, contraire, on veut du libre service. Comme quoi, l'humain freine quand même l'innovation sur des petits parcours comme ça. Dès que c'est nouveau, Alors, on est réticent. non, Et après, c'est pas que l'humain freine l'innovation, c'est que nous sommes de manière quasiment génétique. ouais. Enfin, génétique, encore une fois, je suis pas un grand Oui, généticien. biologique, mais Biologiquement, oui. on a une aversion au changement Ouais. pour la majorité d'entre nous. Il y en a qui ont, au contraire, ont besoin de changement. Mais quand on regarde la société, voire même la civilisation, tout est fait dans les normes pour qu'on soit dans une espèce de cadre Exactement. structuré. Qu'on aille vers le connu et pas l'inconnu, Voilà, etc. que on forme un couple stable. Non, mais je veux dire, Qu'on achète une maison sur 25 ans. voilà, la société et ses valeurs. Et d'ailleurs, peut-être que c'est bien au nom de la stabilité et de la vie sociale. Voilà, peut-être que c'est utile, parce qu'on n'est pas des animaux. Mais en tous les cas, on a une forme d'aversion au changement par principe, et on est prêt au changement dès qu'on a vu à quoi on pouvait prétendre en changeant. Et quel bénéfice, du coup. Bien sûr. Et tout à l'heure, tu parlais de la santé financière de ce monde. Quel est ton avis aujourd'hui sur, justement, l'état actuel du retail? Mauvais. Ceux qui sont dans le retail aujourd'hui sont dans le mauvais secteur au mauvais moment. C'est très dur de le dire comme ça. C'est clair. Et non, mais je me mets dedans, puisqu'en tant qu'observateur, pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois qu'on l'a dit de manière un peu abrupte, il faut quand même le justifier. C'est le mauvais secteur au mauvais moment, parce qu'en réalité, ce qui a fait le succès du retail pendant 20, 30, 40 ans, c'est le vent qui soufflait la consommation, qui poussait la consommation. Et là, pour le coup, ce n'est pas mon avis, ce sont des faits. La conso est à l'arrêt depuis une quinzaine d'années. Quand vous regardez en France, la conso des ménages sur l'INSEE, quand vous le regardez sur le temps long, c'est-à-dire vous allez au-delà d'un trimestre ou même d'une année, parce que ça n'a pas de sens, quand vous regardez sur 15 ans, non, ce n'est pas une baisse, c'est zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vent dans les voiles. Et donc, tous les voiliers qui sont sur le plan d'eau, qui correspondent à autant de commerçants, ils n'ont plus de vent pour avancer. Et or, le dans l'alimentaire, or, leur appétit est toujours pour avoir de la croissance. Donc, s'il n'y a pas de croissance globale et qu'ils ont tous envie de croître, ça pose déjà un souci de départ. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas assez, c'est des loups, il n'y a pas plus à bouffer, et voire même, ils sont plus nombreux, puisqu'on continue à produire des capacités commerciales, on continue à ouvrir des magasins. Et donc, quand on met d'un côté la conso qui ne progresse plus, de l'autre, en plus, une partie de la conso qui bascule du offline vers le offline, du offline vers le online, voilà, eh bien, ça veut dire qu'il y a en plus moins d'euros qui sont dépensés dans le offline, dans les magasins physiques. Et comme en plus on accroît encore les capacités commerciales, il y a moins d'euros par mètre carré dépensés en France chaque année dans le commerce. Et c'est pour ça que depuis 10 ans, on n'a jamais connu autant de défaillances d'entreprises. Alors il y a des secteurs où on l'a vu d'abord, le textile par exemple. Pourquoi? Parce que la bascule offline-online, elle a eu lieu plus vite et plus fort sur ce marché que sur d'autres. Mais on l'a vu aussi sur l'alimentaire. Pourquoi Casino a été, pour ses hyper et ses super, a été démantelé? C'est parce que la conso alimentaire ne progressant plus, une partie des acteurs étant bons, ils continuent à croître, donc ça veut dire que les autres, ils ont décru. Et puis le plus faible, il trinque. Ça s'appelle la loi de la jungle. C'est la nature. Quand il y a une sécheresse dans un désert ou en Afrique ou dans la jungle ou dans la savane, que sais-je, c'est les animaux les plus fragiles qui meurent d'abord. C'est comme ça. On peut le regretter, on peut trouver ça cynique, on peut... Ok, très bien. Moi, je ne suis pas là pour raconter le monde tel qu'on rêve qu'il soit. Je suis là, en tous les cas, c'est comme ça que je prends mon pied. Je suis là pour raconter le commerce tel qu'il est. Et que ce soit en France ou à l'international, tu as la même analyse? Globalement, la ligne de partage, elle est sur le niveau de maturité économique. Alors, il se trouve qu'en France, on a toujours été un pays où il n'y a jamais eu de grands à-coups, ni à la hausse, ni à la baisse. Donc, on est par principe des moyennisants parfaits. Voilà. Donc, mais ce sujet-là, tiens, il suffit d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup de friches commerciales. C'est bien la preuve que tout le monde ne peut pas vivre. Voilà. Alors, chez nous, il n'y a pas eu de friche commerciale à grande échelle parce que l'ouverture des mètres carrés est encadrée par la loi, par l'administration, il faut des autorisations. Donc, globalement, ça ne va pas aussi vite que ça pourrait aller s'il y avait la libre entreprise. Si je peux ouvrir le magasin que je veux, où je veux, quand je veux, il y en aurait eu beaucoup plus, donc il y aurait eu beaucoup plus de morts. Donc, c'est régulé aujourd'hui. C'est régulé, mais malgré tout, même en étant régulé, on voit bien qu'on a une surcapacité commerciale. Il y a aujourd'hui, et je l'affirme sans problème, trop de mètres carrés commerciaux en France par rapport à ce qu'est l'état de la consommation. Donc, on vit une époque, c'est pour ça que je dis, c'est le mauvais secteur au mauvais moment. Le commerce est en train de faire une forme de respiration normale et naturelle en sélectionnant les faibles,
en les envoyant au casse-pipe et en Renforçant renforçant l'effort. Ben oui, mais bien sûr, parce que plus les temps sont durs, Oui, plus le fort se voit vite. oui, Je reviens sur ma métaphore maritime. Si on fait une régate sur le bassin d'Arcachon, on va pas voir les faibles parce que c'est quand même assez facile. Si on fait une régate au Cap Horn, oui, les faibles, on va les voir tout de suite, et les forts aussi. Pourquoi? Parce que plus les temps sont durs, oui. plus on voit les forts rapidement. Et en ce moment, les forts, bah, notamment dans l'alimentaire, c'est les indépendants, et ça saute aux yeux. Ouais, et puis du coup, tout à l'heure, tu parlais justement de la bascule online, offline. Pas dans l'autre sens, hein, Ouais, offline, pardon. online. Oui, Plutôt. plutôt dans ce sens-là. Mais tu vois, nous, habituellement, on nous dit qu'on a toujours 80% du business des retailers qui se fait offline C'est vrai? et 20% Oui. online. C'est même peut-être un peu moins que 20% quand on regarde tous les secteurs. On est entre 15 et 20. Entre 15 et 20, Oui, ok. oui, sauf qu'on est en train de parler de chiffres qui se comptent en centaines de milliards. Donc ça fait beaucoup. Oui. Et puis surtout, comme ça part de zéro, et comme le commerce, comme toute activité économique fonctionne sur historique, chaque fois qu'il y a 1 euro qui quitte le monde offline, qui va vers le monde online, alors que le marché est à zéro, ça ne fait pas un écart de 1, ça fait un Non. écart de 2. Oui. Ça fait moins 1, Tu plus déshabilles 1. pour habiller. Et oui, s'il y avait de la croissance, s'il y avait du vent dans les voiles de la conso, et c'est bien pour ça que dans toutes mes conférences, mes démonstrations sur le C'est le point sujet, d'origine. je pars de ce sujet-là. C'est pour ça que je dis, vous êtes dans le mauvais secteur au mauvais moment. Voilà, mais il y a 30 ans, on ouvrait les portes d'un magasin, il y avait des clients qui attendaient dehors. C'est une image, évidemment. Parce que la conso progressait, parce que l'économie progressait. Mais je ne fais pas non plus de macroéconomie de comptoir, mais il suffit de regarder le PIB Oui, de la manière France depuis générale. 15 ans, 20 ans. On est un pays qui est riche, il ne faut pas non plus tomber dans la sinistrose, mais qui ne croit plus, ou plus beaucoup. Ouais. Et quand je regarde la conso, qui ne croit plus. Et même si le marketing, tu sais, met en place tout un tas de choses, le click and collect, le drive to store, tous les outils justement marketing, comme ça, est-ce que tu penses qu'il y a une vraie influence pour redonner de la vie en magasin et essayer de faire pas deux, mais Ce qu'il trois? faut se demander, c'est quels sont les déterminants de la consommation. Ouais. Les déterminants de la conso, c'est totalement multifactoriel, mais si on ne veut pas compliquer, on va en trouver 3. D'abord, il y a le niveau macroéconomique, la création de richesse par le pays. Si on crée plus de richesse ou plus beaucoup, on en a moins à consommer. Bon. Donc là, c'est la macroéconomie. Le deuxième sujet, c'est toutes les stimulations, tout le progrès, on peut appeler ça comme ça, qui est fait par les acteurs eux-mêmes pour me donner envie de consommer. Oui. Quand on a inventé ce fichu objet, on a créé un besoin qui n'existait pas. C'est à la fois la tech et le marketing qui a fait la création d'un marché. Oui. Donc, dans ces cas-là, c'est le deuxième déterminant de la conso, c'est la capacité des offreurs à stimuler la demande. Yes. Et puis, il y a un troisième déterminant, c'est l'appétence des consos à consommer, et notamment sur un registre dont il est démontré qu'il a un lien sur la conso, c'est le moral, la confiance en l'avenir, la croyance que le futur sera mieux. C'est-à-dire, si on pense que demain sera mieux, on est dans une disposition mentale qui est On va plus consommer. propice à la consommation. Si on est inquiet de l'avenir, on est dans une disposition mentale qui n'est pas très bonne. Pourquoi? Parce qu'une partie de ce qu'on gagne ne va pas dans la conso, mais va dans le petit cochon qui est la tirelire, qui est l'épargne. Et aujourd'hui, par rapport par exemple à 2019, le taux d'épargne, il est passé en France de 14 à 18%. Ça veut dire qu'on est toujours très riche, sauf qu'on ne le met pas dans la lessiveuse de la conso, on le met à côté. Ouais, Et donc, ça crée ce que j'appelle un manque à consommer. Il y a aujourd'hui à peu près 60 milliards qu'on peut considérer comme un manque à consommer qui manque dans la conso chaque année. Et qui est dans l'épargne. Oui, qui est dans l'épargne, dans le fait que l'épargne aujourd'hui est plus haute que ce qu'elle était il y a 5 ans. Et c'est pour ça que je mets 2019 pour qu'on soit avant Covid et pas qu'il y ait cette perturbation-là. Sauf que le Covid et la situation économique ont contribué à créer un climat d'inquiétude pour l'avenir. Et donc, quand on est inquiet, c'est comme l'écureuil. Quand il est inquiet parce que l'hiver sera on fait nos réserves. Il met des noisettes dans le tronc d'arbre. Exact. Ben nous, et s'il est vraiment inquiet que l'hiver sera encore plus froid que d'habitude, il va en mettre une de plus. Ouais. Et pour rester sur le retail, pour toi, quelle enseigne se démarque sur ce drive to store, sur ces outils marketing qui font que le online déshabille pas le offline? Je pense qu'aujourd'hui, si je cherche le best in class dans le retail, tout secteur d'activité confondu. Ouais. Et après, on va faire alimentaire. Ça veut dire que je mets l'alimentaire et le non alimentaire en même temps. Oui. C'est difficile de ne pas mettre une enseigne indépendante pour des raisons structurelles de modèle d'entreprise, qui fait que quand les temps sont durs, celui qui pilote son propre bateau, même s'il est plus petit,
il a plus de chances d'avancer que celui qui est sur un gros bateau piloté par un mec au 18e étage de la tour et qui voit de très très loin. Et bon, voilà. Donc, déjà, si Quelqu'un je qui a cherche les mains dedans, quoi. un best in class, par principe, je mets un indépendant. Et si une fois que j'ai trié entre indépendant et intégré, bah, je suis obligé d'aller sur l'alimentaire parce que c'est là où leur part de marché est la plus importante. C'est Ok. pour que tu comprennes ma façon d'arriver. Parce que Ouais. l'enseigne, je l'ai en tête. Ouais. Et c'est pas parce Mais que c'est je suis intéressant. pro cette Ouais. enseigne ou contre les autres. C'est un indépendant par principe. Ensuite, l'alimentaire, parce que c'est le secteur où il y a 55% du BIS qui est au domaine indépendant. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, 55%. Et on parle en plus du plus gros marché. Et qu'est-ce que tu appelles un indépendant? Un Leclerc, un U, un Intermarché, Ok. pour faire simple, à la différence même de franchisés, qui sont aussi des indépendants, mais comme ils sont quand même d'abord souvent pieds et poings liés dans leur strate, et y compris dans le capital avec des Ouais, ils participations font pas à ce qu'ils veulent quand 26%, ils veulent. ils font pas tout à fait ce qu'ils veulent. Alors un indépendant chez Leclerc, Inter et U, il fait pas non plus ce qu'il veut, mais il autodétermine par la collégialité de la décision, puisque ce sont des coopératives ou assimilées, il va autodéterminer la politique suivi par la collectivité. Si ça ne lui va pas, il se casse. Ouais. Voilà. Mais dans les faits, ça leur va plutôt, puisqu'il y a toujours un peu de turnover, mais il est quand même très faible chez les trois. Donc, c'est ça que j'appelle un indépendant. Ok. C'est en gros la forme la plus aboutie de l'indépendance, c'est une coopérative. Voilà, au sens juridique du terme. Ok. Donc, eh bien, maintenant que j'ai fait, c'est un indépendant, il est dans l'alimentaire, bah, évidemment, c'est Leclerc. C'est Leclerc. C'est pas parce que je le veux, c'est parce que la construction de ma réflexion sur s'il en faut qu'un, Ouais. bah, c'est lui. Et c'est celui qui prend des parts de marché Eh aujourd'hui. ben, c'est celui qui, d'abord, a un narratif d'enseigne qui est le moins zigzagant de toutes les enseignes, quelles qu'elles soient. Il y a une autre enseigne dont on parle régulièrement parce qu'elle est objectivement très bonne, c'est Decathlon. Ouais. Le Decathlon, une enseigne quand même assez qui marche, Qui pousse, des ouais. fondamentaux. Qui est visible, qui est Il ne technologique. s'agit pas de dire qu'on met Decathlon chez les faibles. Bon. Ouais. Eh bien, même chez Decathlon, le narratif d'enseigne sur le temps long a été un poil zigzagant Ouais. sur la relation aux marques. Ok. Voilà. Oui. Voilà. Et ça change C'est encore en ce factuel. moment. C'est Ouais. factuel. Ouais, C'est factuel. Voilà. Et donc, Leclerc, c'est probablement celle dont le narratif est le moins zigzagant. Ok. Et donc, déjà, ça aide parce que j'ai pas fait beaucoup d'études, mais le marketing, il y a une des conditions de succès, c'est la constance. Ouais. Et, ben, en Et plus, les valeurs, voilà. voilà. Mm. Oui, mais tu peux avoir des tas de valeurs, des bonnes idées, machin, mais si tu n'as pas la constance, Mm. ça suffira pas. Et donc, Leclerc, il a ça. Ensuite, il a donc le modèle organisationnel. Ensuite, il a la culture prix interne, qui n'est pas que dans le narratif d'enseigne, mais qui est aussi interne. Il suffit de les voir, les mecs, comme ils sont vexés comme des poux. Quand je dis que le moins cher des Leclerc en France, c'est celui-là, il y en a un qui m'a dit « Ah, mais non, mais c'est moi !» Bon, les gars, voilà. Non, mais c'est D'accord. c'est C'est-à-dire pire qu'ils sont compris dedans, ils sont Voilà. cœurs et âme Voilà. dedans. Ouais, c'est excellent. Et donc, Et- c'est pour ça que s'il en faut qu'une seule. Et tu penses que, donc, eux, ils drivent justement leur offline, online, on va dire aujourd'hui, comme les leaders en France. Cependant, est-ce que tu penses que l'évolution dans les mois / années à venir va être plutôt de développer le online ou plutôt de remettre de la qualité humaine dans le offline et puis refaire venir les gens? Mais non. Moi, comment dire, je n'imagine pas que les enseignes doivent être proactives. Est-ce qu'il faut développer le online, l'offline et faire ceci? Il faut tout proposer Et le consommateur et se choisit. dire comment je suis le meilleur sur ce canal, le meilleur sur ce canal, le meilleur sur ce canal. Et ensuite, le conso se débrouille. Voilà. Et en fait, il y a par exemple eu dans certaines enseignes, je pense à des enseignes intégrées, et notamment de la Galaxie Mullier au début du e-commerce il y a une dizaine d'années, les magasins freinaient le e-commerce parce que ça ne rentrait pas dans leurs chiffres à eux. Exactement. À eux. Ouais, je me Donc rappelle. voilà. Bon, donc C'était des ennemis presque. C'était un autre. Ouais, ennemi est un bien grand mot, Non, mais mais comme ça rentrait pas dans son chiffre c'était pas d'affaires, ma paire. le mec Voilà. il n'a pas envie de développer le click and collect chez lui Oui. parce que de toute façon ça voilà. Bon, et donc ça prouve bien que culturellement il faut de toute façon accepter l'idée que c'est pas le commerçant qui décide des canaux, c'est le client qui fait le triomphe ou l'insuccès des canaux qu'on lui propose. Ce qui est hyper Et donc risqué. ça oblige d'être bon partout. Ouais, et d'investir du coup, parce que tu proposes ces nouvelles technologies. Oui, mais ça, il n'existe pas dans la vie économique d'entreprise, ou alors c'est des monopoles d'État. De bénéfices sans investissement, c'est ça que tu vas dire? Oui, et sans prise de risque, Oui. et sans audace, ça n'existe pas. Mm. Ou alors c'est parce qu'on a des rentes, et d'ailleurs, enfin, le modèle libéral dans lequel on vit dans nos pays occidentaux est plutôt un modèle anti-rente. Oui. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il est quand même intellectuellement
plutôt un adversaire de la rente qu'un défenseur de la rente. Bon, ben, quand on a compris ça, on se dit que si on ne se secoue pas, et accessoirement, moi je me l'applique à mon métier qui est la presse, je pense que par rapport à la manière dont la presse se fait chez d'autres ou se faisait avant, j'ai un peu bousculé la fourmilière depuis 20 ans. Oui. Voilà, c'est comme ça. Mais parce que c'est et après, c'est le lecteur Qui choisit. qui choisit et qui fera le triomphe des uns, le malheur des autres. Voilà, c'est comme ça. Et Mais ça n'existe pas, le statu quo dans l'économie. Ouais, exactement. Et du coup, en ce moment, tu sais, avec l'arrivée de la vague des LLM, ChatGPT et compagnie, on commence à s'imaginer, en tout cas les enseignes commencent à s'imaginer pouvoir intensifier la relation avec les consommateurs et pouvoir proposer tout un tas de services. Comment tu vois, alors première question, c'est quel master technologique tu vois arriver dans le retail et qui peut potentiellement tout changer, ou est-ce que tu penses que des technologies comme OpenAI, ChatGPT, etc. n'ont pas tout de suite leur place, il faut laisser le consommateur. Okay. Alors, bon, ça c'est le grand sujet IA et du retail. moment. Ouais. IA et retail. Bon, comme je suis un mec plus bas de plafond que la moyenne de ceux qui parlent de ces sujets-là. Quand ça commence comme ça fait non, peur. mais c'est la réalité. Mais non, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, je ne suis pas un technicien, je suis pas un informaticien. Je ne sais pas comment fonctionne une puce de silicone là, dans les ordi ou dans le téléphone portable, mais de ce que j'essaie de comprendre de ce que c'est. On oublie que le point de départ de l'IA, c'est quelque chose qui est totalement connu et reconnu depuis longtemps, c'est que la puissance de calcul, la puissance de traitement, la puissance de stockage, c'est la fameuse loi de Moore, ne fait que progresser. Voilà. Et donc, du coup, chaque jour qui passe ouvre des nouveaux usages avec ce qu'on appelait avant en informatique, et comme c'est pas assez branché, on appelle ça IA. Je force un peu le trait volontairement. Donc, ça reste du calcul mathématique informatique. On est en train de parler de la puissance de calcul. Oui. Voilà, point. L'IA, c'est la puissance de calcul. Et des techniques mathématiques. Oui, dans les faits qui servent la puissance de calcul, voilà, ou la puissance de calcul les sert. Mais maintenant, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce que ça permet d'adresser comme sujet métier ? Cette puissance de calcul qui croît chaque jour et qui repousse des limites qui avant étaient des murs devant soi. Les cas d'usage, tu me dis. Il y a 4 sujets sur lesquels l'IA fait sens dans le retail. Okay. Le premier sujet, c'est sur l'offre. La construction de l'offre, la présence de l'offre. Si tu veux, on y revient dans un instant, je les liste les 4. Okay. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui tourne autour de la productivité. Okay. Qu'est-ce que ça permet de faire plus vite, plus fort et moins coûteux, notamment dans la logistique, par exemple. Le troisième sujet, c'est le relationnel. Et c'est là où tu m'emmènes vers des sujets LLM, machin, là, tout ça. Ouais. Ok, mais tu vas voir que dans la hiérarchie des choses, je le mets loin. Tout en bas. C'est tout en bas, okay. à date. Et le quatrième, c'est la personnalisation. Perso. Voilà. Ok. Donc, l'offre. Qu'est-ce que cette fichue puissance de calcul nouvelle permet de faire sur l'offre ? Elle permet, par exemple, de mieux localiser l'offre dans un magasin au sein d'une même enseigne. Et par exemple, c'est ce qu'a commencé à faire Carrefour, ce qu'ils ont commencé à faire avec Google il y a maintenant, je ne sais plus, 4 ans, 5 ans, avec une espèce de lab, où l'idée, c'est de dire, à Paris, on a des Carrefour City qui peuvent avoir la même surface. Admettons 300 mètres carrés, qui ont la même enseigne, la même surface, et pourtant, ils n'ont pas la même clientèle, puisque la zone de chalandise d'un magasin de proximité, elle est très courte autour, donc c'est plus facile de la qualifier. Puisque une zone de chalandise de 30 bornes, c'est plus difficile à qualifier qu'une zone de chalandise de 5 minutes autour du magasin. Donc, utilisons la puissance de calcul sur tout ce qu'on a vu dans tous les magasins pour se dire, ah ok, quand un magasin qui a ce type de client met tel type de produit, alors ça fait ça. C'est if then, alors go to. C'est la grammatique qu'on m'a appelé quand j'étais gamin. Oui, c'est ça. Donc ça, bien sûr que la puissance de calcul, elle va servir la construction de l'offre. Oui, mais récolter de la donnée n'est que le moyen. Sert la construction de l'offre. La puissance de calcul peut permettre aussi la disponibilité de l'offre. Et là, on va vers le fameux sujet de la computer vision, où en gros, sans mettre des mecs à passer dans les rayons pour voir si les rayons sont pleins, juste real facing, si c'est propre, s'il y a les... On le sait, et donc ça peut créer automatiquement des alertes. Oh là là, dis donc Coco, le pot de Nutella en 1 kilo, au rythme où vont les ventes depuis ce matin, dans 1h43, il n'y en aura plus. C'est ça. Voilà. J'avais même un petit exemple sur ça. Dans le textile, une grosse enseigne veut regarder combien d'articles les clients prennent dans la cabine d'essayage et ensuite lesquels ils achètent et pourquoi c'est toujours les mêmes articles qui sont essayés et pas achetés derrière.
Donc, pour mieux régler l'offre aussi et mieux comprendre le comportement. Dans tous les cas, Mm. ce chapitre numéro 1, Oui. je le mets au-dessus de tout, D'accord. c'est l'offre. Donc, la Construction, technologie doit agir là-dessus pour avoir un mais maximum de elle ROI. elle peut, beaucoup plus que sur d'autres sujets. Oui, parce que le ROI, il est quand même assez facile à trouver, parce que dès lors que de la tech me permet d'éviter la rupture, Oui. c'est très facile de trouver un ROI. Alors après, si la tech, elle est vendue le prix de la cocaïne, ça sera plus dur. Mais la concurrence fait qu'on devrait y arriver. Oui. Euh, Donc, ça, c'était l'offre. voilà. Deuxième sujet, la productivité. Productivité. Il suffit de se balader en entrepôt, voilà, pour se rendre compte que dès lors qu'on automatise un peu, on fait des trucs géniaux. On Et accélère. et que si on va jusqu'au bout du bout, ce qui m'a, moi, le plus bluffé sur les 2-3 dernières années, c'est ce qu'a fait Picnic aux Pays-Bas avec un entrepôt. Donc, c'est un LA10, c'est une livraison à domicile, qui va déclencher. Alors, évidemment, c'est l'automatisation de la préparation de commande. Ce n'est pas l'homme qui va au produit, c'est le produit qui va à l'homme. Okay, et ensuite, tout est calculé pour que les commandes, le cadencement de la préparation de commandes soit fait pour que, quand je suis le livreur Picnic à Valenciennes dans ma tournée, quand je m'arrête, c'est le premier bac que je vois face à moi dans la remorque que je prends quand je l'ouvre. Voilà. Alors qu'il suffit de se balader de temps en temps le soir dans les rues de Paris, des livreurs de chez, je m'en fous, je le dis, de chez Oura, de chez Monoprix, de chez Auchan Direct, de chez Carrefour, machin. On les voit, les mecs. Ils mettent leur camion, ils ouvrent le truc derrière, ils regardent. Bon alors, elle est où la commande pour Dover là? Oh là là, bon voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est de la puissance de calcul qui permet d'ordonnancer la préparation de commandes dès le moment où le produit est dans l'entrepôt à 500 bornes de là s'il faut, pour qu'au moment où je le livre, voilà, ben ça c'est la productivité. Voilà. Et là, le ROI aussi, Oui. il est quand même, alors parce que c'est pour la préparation de commandes livrées à domicile ou la préparation de palettes Livrées dans le magasin Ouais. ou de colis. Mais voilà, donc là, la puissance de calcul, elle fait des trucs de malade. Voilà. Oui. Ensuite, il y a le sujet relationnel. Le fameux. Voilà, c'est là où vraiment on se fait du bien tout seul, là, parce que on cherche à une tech qui sera aussi bonne que l'homme. Oui. Ou en Je tout cas. pense que c'est une chimère. Alors, D'accord. Ok. je ne dis pas qu'on n'arrivera pas à s'en rapprocher. Ouais. Il suffit de regarder les agents conversationnels aujourd'hui comparé à ce qu'ils étaient il y a 2 ans. Ok, c'est vachement mieux. Ouais. Je veux dire, je ne suis pas un vieux réat. Oui, c'est mieux. Est-ce que c'est bien? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est un peu... c'est comme dans les relations humaines. Ouais. Putain, est-ce que c'est mieux une poupée gonflable ou un homme gonflable, pour un homme ou pour une femme, parce que voilà, Bien sûr. qu'un vrai homme ou une vraie femme? Ouais. Je sais Toujours pas. un peu mieux en vrai. Je ne sais pas ce qu'en pensent ceux qui nous écoutent, mais ça me semble assez facile de résoudre ça. Donc, ce qui me faisait je poser ne cette suis pas question. contre la tech. Ouais, Je comprends. suis contre cette espèce de rêve qui est de dire, et même quand je vois les robots là, Ça va colmater les défaillances humaines et de communication. Mais non, parce que malgré tout, un homme, C'est vrai. dans le ton, dans la nuance, Ouais, bien sûr. voilà. Encore une fois, c'est pas être contre. Après, la tech c'était à et les défaut machines. de rien, tu sais, parce qu'il y a Non, beaucoup mais de grosses enseignes qui ont un Sauf que paye. c'est pas utilisé comme ça. Comme que c'est souvent vu comme c'est pas à défaut de rien, c'est pour remplacer ça. C'est vrai, tu as raison. Bon, en tout cas, on le tourne comme ça. Mais tu vois, moi, je me balade souvent en tant que consommateur et je cherche des renseignements, que ce soit dans des enseignes électroniques, que des enseignes de sport. Je suis toujours là à chercher quelqu'un. Et cette personne-là est affectée souvent à la productivité, c'est-à-dire le réassort, etc., etc. Ah mais attention, c'est bien pour ça que je ne suis pas en train de dire je ne veux pas, ou je pense que ça n'a pas de sens, de mettre de la tech dans le relationnel, parce qu'il y a des moments où le relationnel n'a pas de valeur ajoutée quand il est humain. Si c'est pour que le vendeur chez Fnac, Darty, Boulanger me récite la fiche produit ou me la lise devant moi, alors que je l'ai sur mon téléphone, je veux dire, ça n'apportera rien de plus. Par contre, si le vendeur est un peu psychologue dans son approche et pour m'aiguiller dans le choix, va me faire parler sur, si je veux par exemple une nouvelle télé, il va me faire parler sur ce que je regarde, comment je le regarde, comment est la pièce chez moi, tout ça. Le mec, ou sur quoi j'ai des craintes. Le mec, il va pouvoir, par rapport aux infos qui sont pas binaires, c'est pas 0-1, Non, voilà, c'est gris. comprendre. Donc, t'es intelligent. Et donc, il va pouvoir interagir à ça. Et donc, et le meilleur exemple que je cite souvent à des comex dans le retail, et notamment non alimentaire, c'est est-ce que vous faites des formations psy pour vos vendeurs? Mais c'est Et exceptionnel. c'est indispensable. Il en faut parce que vous allez trouver les freins sur lesquels le client s'appuie quand il est en magasin, qui seront pas les mêmes pour le client qui est là et pour le client qui est là. Et le vendeur, son rôle,
c'est pas de réciter ce qu'il sait, c'est de trouver où est le point de crainte chez le client ici et où est le point de crainte chez le client là. Pour dire, OK, bah, lui, ça veut dire qu'il faut lui parler de ça. Ouais. Et à lui, il faut lui parler d'autre chose. Et ça va dans le bon sens parce que tu es en train de dire il faut former les vendeurs qui étaient, du point de vue du monde entier, une voie de garage hier, parce que tu faisais ça quand tu es étudiant ou quand tu n'as pas beaucoup de diplômes, alors qu'aujourd'hui, on est en train de dire cette technologie, elle peut arriver, elle peut resserrer la productivité et laisser, j'espère, un peu plus de place à l'humain pour pouvoir faire du conseil. Oui, mais c'est parce que la tech, telle qu'elle est envisagée chez les acheteurs de la tech, c'est-à-dire chez les retailers, quand c'est du retail ou dans d'autres verticales métiers que je ne connais pas aussi bien que le retail, elle est toujours vue, la tech, comme une façon de baisser les coûts. Et accessoirement, les vendeurs, ils vendent la tech avec un ROI qui est très souvent basé sur des équivalents temps plein en moins. Dire, là, les gars, il faut assumer. C'est comme ça. Une approche capitaliste et financière. C'est pas grave, j'ai Bien pas de problème avec ça. Voilà. On joue le jeu. Plutôt d'obédience libérale que collectiviste, mais je suis obligé de dire quand même qu'il faut. Voilà, c'est comme ça que c'est construit, c'est comme ça que c'est conçu, c'est comme ça que c'est regardé. Et donc, du coup, c'est comme ça que les résultats de la tech sont attendus. C'est-à-dire, on s'imagine qu'avec un bot 18.0, on va remplacer un mec. Ben, il va falloir qu'il y ait des gens qui disent non, si on a 1 euro à mettre, on va le mettre sur de la tech sur l'offre, sur de la tech sur de la productivité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre sur le relationnel, mais il faut y aller en étant lucide sur ce que ça peut faire et surtout ce que ça ne peut pas faire. J'ai un gros sujet là-dessus, c'est donc pour une très grande marque qu'on a citée depuis le début qui vend des articles de sport. En ce moment, Sport 2000. Il y a un intérêt de remettre en présentiel dans les rayons les équipiers de vente. Et aujourd'hui, ils ont tout un tas de tâches et ils n'arrivent pas à calculer combien de temps ils passent en réserve, combien de temps ils passent au réassort et combien de temps ils passent avec le client. Il y a un objectif de passer X% de temps avec le client et des technologies comme la nôtre en vision par ordinateur derrière les caméras existantes, on arrive à repérer les vendeurs, voir où ils sont, combien de temps, leur temps d'interaction avec les clients, etc. Et ça, les dynamiques de cette enseigne-là sont... On met de la technologie pour déjà connaître ce qui se passe dans nos magasins parce qu'avec nos X milliers de points de vente, on écoute les responsables et les directeurs de magasins, mais chacun a sa tonalité émotionnelle. Donc forcément qu'il y a des chiffres qui ne sont pas vraiment rationnels. Et donc du coup, on regarde avec la tech ce qui se passe. On va chercher les insights. Combien de personnes touchent quel produit, passent par quel rayon, est-ce qu'ils ont de l'interaction ou pas d'interaction. Les gens qui arrivent avec une dynamique inscrits, qui vont vite et qui vont direct à un point, c'est des acheteurs de destination qui repartent tout de suite. Les gens qui flânent par où ils passent, tu vois les enseignes qui évoluent à la Ikea et qui te font des parcours, etc. Là, j'ai l'impression qu'en ce moment, on a besoin d'insight pour qu'ils puissent prendre ensuite leurs décisions et driver justement cette qualité en store. Qu'est-ce que tu penses de l'avis du consommateur, parce que depuis tout à l'heure, on se place comme ça quand même, c'est quand même lui qui décide, sur cette manière d'être regardé, analysé, tout ça pour derrière améliorer le service qu'on lui donne, mais il est quand même analysé. 1, est-ce que toi, tu t'en fiches ou tu penses que c'est pas bien? 2, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une réaction de ces consommateurs à cette analyse-là? 3, est-ce que tu penses que c'est le bon chemin? Tout ce qui permet de collecter de la donnée de connaissances est par principe intéressant. Ce qui me gêne, c'est dès lors que ça prend une place trop importante dans les processus de décision où, #vieux con, que j'assume, l'intuition, le bon sens me semble par moments une arme qu'on laisse souvent au vestiaire. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, parce que là, mais tiens, j'ai cité Leclerc tout à l'heure, je vais reciter une de leurs phrases fétiches. Leclerc, c'est on tire d'abord et on réfléchit après. Ok. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Parce qu'on est sur un métier, le commerce, qui ne se modélise pas comme l'industrie. Ok. Si je suis Danone, que je fais des yaourts, je vais peut-être passer 2 ans, 3 ans pour inventer la nouvelle recette du yaourt à l'abricot de ceci, cela. Je vais chercher des goûts. Je vais te dépenser, pas possible. Donc ça va me prendre 2 ans, 3 ans. Et par contre, une fois que je l'ai, tous les matins, il suffit d'appuyer sur le bouton où l'usine s'allume et c'est fini. Oui. On est dans la reproduction modélisée parfaite. Le commerce, par principe, ce n'est pas ça. Voilà. Et donc,
l'idée qu'on cherche à modéliser est déjà antinomique avec ce qu'est ma vision du commerce. Parce que chaque jour est différent. Parce que chaque jour est différent. Chaque magasin est construit différemment. Comme c'est une activité qui est humanisée pour une part, eh ben, le mec, tiens, on va prendre un exemple. Le poissonnier de chez de l'Hyper de Tataouine, s'il a passé une bonne soirée, il va arriver le matin avec une patate, il va me monter en rayon poisson. Là, je veux dire, il y en a vache, mais ça, c'est un aquarium, son truc, je vais m'extasier. Si il a passé une mauvaise soirée parce que son équipe au foot, elle a perdu, ou il s'est fait larguer, ou je sais pas quoi, le lendemain matin, il va faire service minimum, le mec. Et pourtant, c'est le même. Et donc, je ne suis pas contre. Encore une fois, je ne voudrais pas apparaître comme le mec qui est contre la tech, tout ça. Ce n'est pas ça du tout. Je suis contre l'idée que ça se modélise de A à Z. Voilà. Donc, laissez aux hommes et aux femmes qui sont sur le terrain, qui sont des commerçants, en tous les cas, ceux qui aiment ce qu'ils font, laissez l'instinct, laissez l'intuition. Parce que le commerce, ce n'est pas des modèles. Alors, il y a des sujets sur lesquels il faut que ça le soit. La logistique en back-office, là, on ne va pas laisser de l'intuition. Hein. C'est, dis donc, Jean-Paul, c'est comme ça qu'il faut préparer les palettes. Hein. Donc, tu réinventes pas la palette. Mais en magasin. Ben oui, parce qu'en magasin, c'est un théâtre. Et tu vois, donc, le décor, il est normal qu'il change en fonction de la pièce qu'on joue. Et par principe, on ne joue pas tous les jours la même pièce parce que y a l'été, il y a l'hiver, parce qu'il y a des jours où il pleut, des jours où il fait... Voilà, il y a le temps fort promotion de l'enseigne aujourd'hui. Donc, c'est une usine de yaourt. Oui, ça vit. Que tu ailles le 1er janvier ou le 31 décembre, c'est le process. Voilà. Un magasin sport, non. Tu vends du ski, tu vends du ski. Oui, et puis voilà, il y en a qui sont foutus sur 2 étages, d'autres sur 1. Il y en a qui ont un layout qui est foutu comme ça, d'autres qui est foutu comme ça. Qui sont en centre-ville ou en banlieue, etc., etc. Ok, d'accord. Donc, je ne suis pas contre la capture de la data. Laisser le poumon biologique du commerce et de la distribution. Je dis, la plus grande difficulté, c'est de positionner le curseur entre la quête de la modélisation par des infos qu'aujourd'hui, on peut capter qu'on ne captait pas avant et qui sont utiles. Donc, le curseur entre ça et le truc à l'ancienne, papier-crayon sur voilà. OK. Ce qu'il ne faut pas non plus que faire à l'ancienne papier-crayon. Hein. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est le curseur. Ouais. Où est-ce que ça fait sens de capter de la donnée? Okay. Parce que les textes sur pour le client, toujours. Oui, bien sûr. Parce que les textes sur le suivi du client, voire même son profilage, je ne sais pas, il y a peut-être 10 ans, au moins 10 ans, qu'à la NRF, je vois des miroirs intelligents assez bluffants qui sont capables de dire quel âge j'ai, quel genre j'ai, quel genre de je suis, pardon. Si je suis plutôt heureux, pas heureux au moment où je suis là, pour se dire, mais tiens, on va savoir si, quand il est exposé face à une TG de ceci, est-ce qu'il est happiness ou est-ce qu'il n'est pas happiness? Bon, OK. Je pense qu'on n'a pas besoin de savoir. Moi, si je fais une TG de Nutella à moins 50%, je n'ai pas besoin de miroir intelligent pour savoir que ça va plaire au client. Bien sûr, carrément. Voilà. Et pour pousser un peu le truc, donc les miroirs intelligents à la NRF, on le faisait aussi à l'époque, quand on a créé. Non, mais tout le monde l'a fait. Aujourd'hui, tu as des vrais axes commerciaux, on va dire d'upsell, de vente supplémentaire. Regarde, je te fais une petite analyse technologique qu'on a pu tester dans quelques enseignes. Si un persona cible, donc j'en sais rien moi, un monsieur de 45 ans environ, et devant les combinaisons de plongée qui coûtent plus de 1 000 €, qui attend depuis plus d'1 minute et qui n'a toujours pas eu de renseignement, alors que ça fait 3 fois qu'il interagit avec le produit, et qu'on sait qu'à cet endroit-là, le pain numéro 1 qui fait partir les clients, c'est pas de renseignement, une alerte, allez le voir, on envoie un humain, donc qui est vendeur, et là, ça se renseigne, et on observe, et ça c'est vrai, on a observé entre 5 et 10% de chiffre d'affaires supplémentaire. Ok, alors on va rester sur cet exemple. Vas-y. Pour une part, si ce mec-là a haut revenu, comme on dit dans l'aérien, ce passager à haute contribution, parce qu'en gros c'est ça, c'est le mec de la classe business, voilà, si ce mec était prêt à acheter une combi à 1000 balles à temps, dans un nombre de cas assez certain, il y a quelqu'un qui l'a vu. Mais si on embauche des vendeurs pour lesquels l'interaction client est une contrainte, il n'ira pas. Oui. Donc en fait, qu'on lui dise ou pas, il n'ira pas. Donc il faut les deux. C'est-à-dire, oui, il faut mettre la dose de tech qui va permettre de créer l'alerte. Mais si à la base, tu n'as pas un mec qui est heureux d'aller au contact, parce que ça se voit quand moi je passe presque la moitié de mon temps en magasin et l'autre moitié à le raconter. Voilà. Donc que ce soit mes livres, mes émissions télé, tout ça. Bon, voilà. Donc je passe un temps dingue en magasin. Ça se voit un mec qui n'aime pas ça. C'est-à-dire que à peine tu croises son regard, le mec il va fuir en fait, il est là parce qu'il faut être là, parce que son métier il est sur la surface de vente, voilà.
Mais s'il peut passer le plus de temps possible sans interaction vendeur, sans interaction client, il sera heureux. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous... J'ai pas dit ça. Voilà. Mais aujourd'hui, il y en a une part parce que d'abord, c'est super difficile de recruter. Et il y a des moments où on ne prend pas des individus, on prend des bras, des jambes et des yeux parce qu'il en faut. Une case Excel. Voilà, il en faut un. Mais c'est aussi parce que c'est dur de trouver le bon. Hein. Après, ça, on se mord la queue. Pourquoi? Mais on est un peu dans une... Oui, mais ça illustre ma vision des choses. Oui. C'est que le plus dur, c'est le curseur entre ce que la tech apporte, Oui. et il faut reconnaître qu'elle apporte des trucs géniaux, et ce que la tech ne doit pas changer, cette espèce de vieux bon sens à l'ancienne. Ouais, voilà. À l'ancienne, pardon. Donc, du coup, il faut que les mecs aient envie, qu'il ait envie d'aller au contact client, et qu'il ait envie de vendre, qu'il ait envie d'enseigner, qu'il soit heureux quand l'interaction avec le client est terminée, qu'il ait acheté ou pas, qu'il soit heureux d'avoir été en interaction. Et alors, quel conseil tu donnes à une boîte comme la nôtre qui on fait tout ce genre de solutions, on est en train de les intégrer justement dans les enseignes retail. On doit considérer et former aussi à la tech tous les humains de vente et leur donner envie d'aller voir le client. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Sans doute, moi je dirais, conseil général à tous les vendeurs de tech, ne vendez pas du rêve. Trop de ce que vous dites, de ce que vous montrez, est dans la rhétorique du rêve. Okay. Voilà. Et donc, probablement que ça drive les enseignes dans mon fameux curseur entre le commerce vieux jeu, on va l'appeler comme ça, et le commerce full tech. Ben, ça leur fait regarder que le sujet full tech, alors que la tech ne fera pas tout. Ok, je comprends complètement. Et du voilà. coup, mais c'est comme l'idée, tout le commerce ne sera pas online de même. Ouais. Il ne basculera pas totalement. Je veux dire, tout le monde a bien compris aujourd'hui que ça ne sera pas blanc ou noir, le e-commerce par rapport au commerce physique. Tout le monde a bien compris qu'il y aura des nuances suivant les verticales métiers, suivant les types de produits. Tu vois, le textile, par exemple, c'est l'un des marchés qui est le plus perméable au web. Il y a des catégories au sein du textile qui sont plus web perméables, et puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Les chaussettes et les slibards, je suis désolé. Voilà. Donc, c'est pas le même niveau de perméabilité. Voilà. Et il y a une bascule qui s'opère encore et toujours, et elle croît chaque année vers le online. Ah ben oui, là aujourd'hui, 2024, donc puisqu'on a le bilan 2024 maintenant, le e-commerce français fera 170 ou 175 milliards d'euros, aura fait. Voilà, dans lesquels il y a, parce qu'il faut le couper en deux, les produits et les services. Un billet de train SNCF, il rentre dans ce chiffre-là. Tout comme quand je commande en ligne chez Decathlon ou chez Leroy Merlin. Bon, donc il faut le regarder un peu plus dans le détail que le chiffre global. Mais ce que l'on voit, c'est que la progression, elle est ininterrompue. Ok. Pour des raisons de création de l'offre, c'est-à-dire il y a de plus en plus de sites, de plus en plus de produits, voilà, pour une raison générationnelle qui fait que nos enfants, il suffit de les regarder, seront plus e-acheteurs que nous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront que e-acheteurs. Ça veut dire que la dynamique, elle va continuer. Donc, bien sûr que le e-commerce va encore continuer de se développer, mais il ne ramassera pas la mise totalement parce qu'il y a des catégories qui sont moins web perméables. Ouais. On va prendre deux exemples. Une catégorie qui, à mes yeux, est assez web perméable, c'est le parfum. Oui. Parce que ça a comme caractéristique, d'abord, on est souvent très prédéterminé sur le produit qu'on va acheter. Surtout, pour le coup, là, il y a une théorie du genre. Je suis désolé pour les femmes. Surtout chez les femmes, moins chez les hommes. Il y a une prédétermination à l'article. Donc, être exposé à une offre en magasin m'apporte rien puisque je sais ce que je veux. Oui. Deuxième sujet, le parfum, c'est un stock monstrueux pour les parfumeurs en valeur de stock. Parce qu'un parfumeur, même un petit parfumeur dans un petit centre co, il est obligé d'avoir une valeur de stock de dingo parce qu'il faut qu'il ait toutes les marques autant qu'il le peut. Et puis au sein des marques, le Vapo, la recharge quand il y en a, le 50 ml, le 100 ml, le avec ci, le avec ça. Bon, le mec, il a une valeur de stock de dingue. Alors qu'un entrepôt central pour l'expédition, en proportion, il a moins de valeur de stock. Et puis après, le coût de la livraison, troisième élément très important pour déterminer si une catégorie est web perméable ou imperméable, c'est le rapport poids-prix-volume. Ouais, et ça va... Un parfum, c'est un parfum de 100 ml, ça pèse quelques centaines de grammes, ça vaut 100 balles. Un pack de cristallines, ça pèse 9 kilos et ça vaut 1 euro. Donc le rapport poids-prix-volume est quand même assez différent. Ouais. Donc le parfum, par exemple, c'est plus facile. À l'inverse, il y a des catégories web imperméables. Par exemple, une alliance. Alors, une vraie alliance. Je sais, le jour où on se marie, est-ce qu'on va commander son alliance sur Amazon?
Déjà, Tu le vois avec les lunettes. Non, mais je On dis pas commence qu'il y en à a. mettre les cartes de crédit pour avoir Oui, les mais tailles. je ne dis pas que personne ne le fera. Hmm. Je dis que le marché des alliances Oui. ne basculera pas online. Hmm. C'est un moment, Émotionnel, voilà. de couple, humain. Donc, Voilà. ouais, bien sûr. Donc, on va aller dans une boutique, 2, 3, 4, on va les essayer. Ah, chérie, regarde, Ouais. c'est magnifique. Ouais. Voilà. Donc, le physique pour toi est quand même scellé. Il restera. Il occupera toujours une très grosse partie. Non, oui, une grosse partie, oui. Je dis juste que le sujet de la bascule offline-online doit être regardé par vertical métier avec un prisme d'analyse qui est structuré Ouais. et pas au dos mouillé. Est-ce que, bon, d'abord, premier élément, est-ce que le marché il est dématérialisable? Les livres et les disques, ils le sont, donc évidemment, ça a basculé facilement. Deuxièmement, est-ce que le niveau de prédétermination à l'article est très élevé ou pas? Est-ce que je sais ce que je veux? Parce que, encore une fois, quand je sais ce que je veux, J'ai le pas magasin, mon temps. Oui, voilà. il m'emmerde, Mm. puisque je sais ce que je veux. Et en plus, il faut que j'y aille avec le risque qu'il n'y soit plus. Qui est du Donc, monde. oui, voilà. Donc, quand je suis prédéterminé, le web a un avantage. Ensuite, il y a le rapport poids-prix-volume. Et puis, quelque part, cette espèce de grand sujet général qu'on appelle l'expérience. Oui. Est-ce que acheter ce produit-là, c'est un moment de plaisir, voire même de bonheur? Encore une fois, je reprends le cadre de l'Alliance, c'est un moment de bonheur. Acheter une bouteille de vin pour un repas social à la maison, c'est un moment de plaisir. Parce qu'on va s'investir. Je dis une bouteille de vin, ça peut être une côte de bœuf à la boucherie, bien sûr. pareil. C'est Voilà. des choses qui sont autour de l'émotionnel, c'est important. Voilà. Ouais. Encore une fois, le à distance, c'est Ouais. toujours moins sympa quand c'est quelque chose de quasi charnel. Donc, tout ce qui est standardisé pour toi ou tout ce qu'on sait ou qu'on a standardisé autour de nous, on va le passer Et online. sur lequel il y a du désintérêt Ouais. dans l'acte d'achat, Mm. ça n'intéresse pas grand monde d'acheter du PQ. Voilà. Oui. Donc Donc ça, je caricature un peu. Mm. Bon, par contre, c'est un gros volume, donc c'est quand même chiant le PQ. Mais voilà. De la même manière, on pourrait se dire, tiens, le lait maternisé, c'est un bon exemple parce que ça intéresse beaucoup celui ou celle qui l'achète, puisque c'est pour la 8e merveille du monde qu'est son enfant. Sauf que je suis très prédéterminé à l'achat, puisque chaque semaine, j'achète la même marque et j'en change pas. Sauf exception, quand à la maternité, le tour de lait, c'était Millumel, il est élevé à Millumel pendant 1 an, 2 ans. Si c'était Gigos, voilà, etc., etc. Donc, on est très prédéterminé. Ben, c'est par exemple le lait maternisé, un produit qui est un best-seller en drive et sur lequel le drive deviendra le circuit dominant. Évidemment. Parce que quel intérêt j'ai, quand je suis maman ou jeune papa, à aller dans un rayon baby-food pour acheter la même marque que ça? De toute façon, je sais ce que je veux. Oui, bien sûr. Mais donc là, le e-commerce, il amène un truc. Ouais, et du coup, alors, on se projette, avant de conclure, on se projette, d'accord? Donc là, tu sais beaucoup de choses de l'existant. Tu as beaucoup d'avis sur ces technologies et tu vois à peu près comment évolue dans notre pays la consommation. C'est quoi, va dans tes rêves, c'est quoi le magasin physique dans 20 ans? À quoi ça ressemble et qu'est-ce que tu ressens? Alors, je vois une forme de dichotomie encore plus croissante qu'aujourd'hui sur les métiers ou les univers sur lesquels il y a de l'implication dans l'acte d'achat et ceux sur lesquels il n'y a que de l'utilitarisme. Moi, je vois une espèce de ligne d'écartement, métier, produit, occasion de conso, épanouissante, plaisante, voilà, et celles qui sont strictement utilitaristes. Okay. Et parfois, ça peut être sur des produits qui vont se ressembler en apparence. Par exemple, des nuggets de poulet pour bouffer tous les midis, c'est très utilitariste. Okay. Un poulet de Bresse pour faire un truc waouh pour mes potes samedi soir, c'est très impliquant. Et tu vois, alors que dans les deux cas, on a parlé de volaille. Ouais. Donc en fait, il faut juste accepter cette idée de regarder. Alors encore une fois, j'enlève les contraintes puisque c'est un exercice de temps long. Donc on considère qu'on a presque une baguette magique. Donc le magasin pour moi et le commerce, ils se séparent comme ça. Et pour ceux qui ont de la mémoire, Doc de France, qui avant de se faire racheter par Auchan en 96, avait créé une enseigne qui s'appelait Super Paquebot. Okay. Au même moment qu'ils ont créé d'ailleurs Attaque, qui est Okay. une enseigne qui parle à certains. Oui. Et la particularité de ces enseignes-là, c'est donc des supermarchés pour le coup, c'était d'avoir vraiment de manière très très exacerbée 2 zones, 2 ambiances. La zone épicerie, c'était vraiment un entrepôt, voilà, et la zone produits frais, c'était vraiment une espèce de temple de la conso. Okay. Alors,
mais de manière beaucoup plus exacerbée que ce qu'on a l'impression de voir par moment aujourd'hui. Mais vraiment, ça a 30 ans. Hein. Oui, donc belles années. Le magasin dans 20 ans, finalement, ressemblera à Non, quelque mais sauf chose. que ça n'a pas marché à ce moment-là parce qu'on était dans l'époque de la consommation moyennisante, de la consommation de masse, du développement de la conso. Aujourd'hui, on voit bien que la conso est en train de se fragmenter. Sinon, des enseignes comme Grand Frais ne se seraient pas développées alors qu'elles n'ont qu'un seul métier et que personne ne peut faire toutes ses courses chez Grand Frais, très peu, parce que c'est pas assez couvrant. Sauf que malgré tout, Grand Frais, aujourd'hui, c'est 3,5 milliards ou 4 milliards bientôt de chiffre d'affaires, en partant de zéro il y a 25 ans. Donc, ça prouve bien qu'il y a cette espèce de fragmentation de la consommation et que le client, même s'il ne le verbalise pas, il voit bien qu'il y a des moments où il veut de la rapidité, de l'efficacité, de l'utilitarisme. Il y a des moments où il a envie de « Waouh, ça m'intéresse. Je veux passer du temps, je veux flâner, je veux que ça soit beau, je veux m'impliquer. » Et donc, en fait, le commerce, par principe, doit être la représentation physique de ce que le client ressent dans sa relation à la conso. La consommation se fragmente, se bipolarise, le commerce aussi. Il y a un lien entre commerce, entre société et puis commerce. C'est pour ça, je le disais pour démarrer, que depuis que je travaille depuis maintenant plus de 30 ans, bientôt 35 ans, je suis passionné par le commerce parce que c'est un formidable reflet de la société. Ouais. On comprend son époque quand on regarde le commerce. De la même manière que ceux qui voyagent. Alors, on peut découvrir un pays par ses grands monuments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, évidemment, c'est bien. Moi, j'ai un peu le vice au corps. Je découvre des pays par le commerce. Quand on va aux États-Unis et qu'on voit qu'il y a des supermarchés pour les blacks, pour les latinos, pour les asiates, pour les whites, ah oui, la vache, la société, donc, elle est communautarisée. Ben oui, elle est communautarisée, mon lapin. Ouais. Voilà. Aux États-Unis, la société est communautarisée. Le retail, il l'est. C'est comme ça. Voilà. Donc, le magasin du futur, c'est quelque chose qui... il sera beaucoup plus bipolarisé qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, ouais. Okay. Aujourd'hui, il est très moyennisant. Ok, cool. Ben, merci. Alors, parle-nous un peu de ton dernier livre. Son titre. Alors, je fais tous les ans un truc qui s'appelle Tranche de vie commerciale. Ouais. C'est le meilleur du très bon que je regarde, que je vois toute l'année. Non, en gros, c'est une espèce de bêtisier de la conso dont je publie les meilleures feuilles tous les samedis dans quelque chose qui s'appelle Samedi Conso qui marche très bien. C'est en gros le regard client que je porte sur les magasins et toutes les absurdités que j'y vois qui ont deux modes de lecture possibles. Se moquer, parce que c'est souvent assez drôle toutes les conneries qu'il y a, et s'inspirer de « Ah ouais, d'accord, ok. J'avais pas vu que ça pouvait se voir comme ça. J'avais pas vu que le client peut le comprendre comme ça. J'avais pas vu que je lui donnais à vivre ça. » Et donc, en réalité, c'est à la fois un bêtisier du commerce, des exercices tour d'expérience et des exercices de pensée client. Ouais, carrément. Et tu passes pas mal en ce moment à l'antenne, que ce soit télé ou radio. C'est quoi tes derniers shows qu'on peut suivre? Donc, déjà, je suis à l'antenne tous les matins sur RTL à 7h20 pour les secrets de la conso. Tous les matins, ou presque, à l'antenne chez Julien Courbet, dans Ça peut vous arriver, sur RTL de 10h à midi et sur M6 de 9h30 à 12h30. Donc, ça fait déjà beaucoup. Et puis, quelques primes sur M6 qui sont dans les tuyaux, qui sont enregistrés ou qui vont être enregistrés. Et donc, de manière très, très immodeste, j'assume aujourd'hui de revendiquer que Édition d'Auvert, qui est ma petite boîte, on est 4. Sur l'info conso au sens large, je pense que partant de rien, on n'est pas devenus les plus mauvais. Et c'est déjà ça. Tu es devenu une référence, vraiment. En tout cas, nous, on bosse pas mal technologiquement dans le retail en ce moment et on nous parle souvent de toi et de tes avis. Je t'avais rencontré il y a 7-10 ans. On parlait déjà de ces nouvelles technologies dans le retail et je me rappelle, tes avis sont hyper écoutés. Donc, merci d'avoir fait le déplacement et de nous avoir accordé ce podcast parce que sincèrement, ça nous touche, ça nous fait plaisir. À tous les auditeurs, vous avez eu l'avis de l'expert et donc du coup, on a essayé de tourner autour de nos technologies et de voir un peu tes avis. Donc, on encourage tout le monde à te suivre et nous, on te suit de près et on te remercie beaucoup d'être venu. Merci. Merci.